Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Écologie et formation. Collection dirigée par Dominique Cotreau et Pascal Galvani. Cette collection veut explorer les relations formatrices entre les personnes, les sociétés et l'environnement. Formation de soi et ou d'une société dans son rapport aux matières, aux éléments, aux milieux naturels et urbains et réciproquement, formation de l'environnement par ses occupants. La survie écologique implique ces écoformations et leur prise de conscience pour inventer une nouvelle identité terrienne, transformant nos rapports d'usage en rapports d'usage pour un développement durable. Ces ouvrages s'adressent à toute personne intéressée par les liens entre formation et environnement, animateurs, enseignants, formateurs, éducateurs à l'environnement, praticiens et chercheurs. Dernière parution. Pinot-Gédir, de l'air. Essai sur l'écoformation 2015. P. Galvani, G. Pinot, M. Taleb, Le feu vécu 2015. Cord. Dolores Contré MIGWANS. Une pédagogie de la spiritualité amérindienne 2013. Christian Verrier, Marcher, une expérience de soi dans le monde. Essai sur la marche écoformatrice 2011. Peter Wren, Le chaman et l'écologiste. Veille environnementale et dialogue interculturel, 2006. G. Pinot, des Bachelard, des Cotreau, Amonéron, Coord, Habiter la Terre. Écoformation terrestre pour une conscience planétaire, 2005. Anne Monéron, Transhumance et éco-savoir. Reconnaissance des alternances écoformatrices, 2003. Gaston Pinault, René Barbier, Coord, Les eaux écoformatrices 2001. Remerciements. Je remercie les auteurs pour leur enthousiasme et leur patience tout au long du projet. Special thanks to Joe Otane Sr. et Cynthia Rosales Tane, who allowed us to use the picture of the Shiprock Yei weaving. Préface. Les enjeux de la transition. Virginie Marie. La crise environnementale n'est plus un risque ou une hypothèse. Elle est aujourd'hui un constat que seuls quelques irréductibles sceptiques s'aventurent à mettre en doute, que ce soit par ignorance, parfois ou au nom d'intérêts bien tangibles à ce que surtout rien ne change. Réchauffement climatique, 6e crise d'extinction massive, épuisement des ressources naturelles, tout indique que l'humanité entre avec le XXIe siècle dans une situation inédite caractérisée par des bouleversements d'ampleur planétaire et en partie irréversibles. Évidemment, l'humanité en a vu d'autres. Épidémies, famines, que-ci de glaciation, éruptions volcaniques ou séismes, la nature a toujours représenté un risque pour la vie et le bien-être des humains. Néanmoins, la crise actuelle se distingue des catastrophes environnementales précédentes sous au moins deux aspects. D'abord de par son caractère anthropogénique avéré, il n'est plus question de colère des dieux, de mauvais sort ou de catastrophes naturelles. La plupart des problèmes environnementaux auxquels nous devons faire face sont des effets indésirables des activités humaines. Les humains, mais mieux vaudrait-il dire certains humains, sont responsables de la situation actuelle et il est encore temps d'éviter le pire. Ensuite, de par son caractère global, les émissions de gaz à effet de serre produites dans une partie du monde affectent la composition de l'atmosphère dans son ensemble, les espèces circulent d'un continent à l'autre et les efforts d'atténuation n'ont souvent de pertinence que s'ils sont consentis à très large échelle. Une nature à la fois vulnérable et dangereuse, globalisée et façonnée par les humains, voilà qui constitue une donnée foncièrement nouvelle dans la façon d'appréhender les relations entre les humains et la nature. Et cette époque semble à ce point nouvelle qu'on a choisi de lui donner un nom à notre image, l'Anthropocène. Nous serions donc entrés dans l'Anthropocène, l'ère de l'anthropos, du tout humain. Rivalisant avec les forces telluriques et cosmiques, les hommes auraient lors des 2 derniers siècles gravé dans l'écorce de la Terre les stigmates d'un nouvel âge. Mais si puissants soient-ils, il faut bien convenir que ces architectes ont opéré à l'aveugle, le dérèglement climatique représentant le symptôme le plus spectaculaire de cette entreprise d'assujettissement radical de la nature aux finalités humaines. À travers l'extraction effrénée des ressources fossiles, la société industrielle a consumé en un peu plus d'un siècle l'énergie accumulée pendant des millions d'années dans le sol. Les conséquences sont tragiques, atmosphère, cette enveloppe protectrice et nourricière qui a permis le développement de la vie et la multiplication de ses formes,
se trouve aujourd'hui si chargée de CO2 qu'elle en devient une menace pour notre espèce et pour bien d'autres. L'histoire de la Terre et l'histoire des sociétés humaines se rejoignent alors dans une communauté de destin jusqu'alors inconcevable. Il n'y a plus de toile de fond, plus de coulisses, plus de retour en arrière possible. Un tel changement de nos conditions d'existence devrait impliquer un bouleversement radical de nos pratiques et de nos représentations. Et pourtant, alors que les rapports scientifiques s'accumulent, que les sommets internationaux s'enchaînent, que les lanceurs d'alerte se multiplient, nos vies quotidiennes non seulement ne changent pas véritablement, mais prennent bien souvent des allures de fuite en avant. Pour paraphraser Jean-Pierre Dupuy dans son livre Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2004, tout se passe comme si nous savions mais que nous ne croyons pas ce que nous savons. La crise environnementale est à la fois un fait et un savoir, mais elle semble n'engager l'agir que de façon très ponctuelle et rudimentaire. S'il demeure important de poursuivre les recherches qui visent à documenter et comprendre cette crise, il est donc urgent et probablement plus nécessaire encore de développer des recherches qui permettraient de combler le gouffre qui sépare aujourd'hui la connaissance de l'action. C'est à cette belle entreprise que s'attelle cet ouvrage avec enthousiasme et talent. Rien d'étonnant à ce qu'il se consacre pour ce faire à l'agroécologie, ce point de réunion fertile entre culture et nature, lorsque les humains s'inspirent de la nature et des connaissances qu'ils en tirent grâce à l'écologie pour repenser leur agriculture afin de faire comme et de faire avec bien plutôt que de faire contre la nature. L'agroécologie offre en effet un horizon optimiste, une sortie par le haut des saccages de l'agriculture industrielle qui a bouleversé et détruit tout à la fois les sociétés, les milieux naturels, et les relations riches et complexes qui liaient les unes aux autres. L'agriculture est un enjeu privilégié pour observer et comprendre les relations qui nous unissent à la terre, aux vivants non humains et à la nature. Le modèle industriel est à ce titre exemplaire de la posture occidentale héritée de la modernité scientifique qui nous rêvait, ainsi que le formulait Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Les progrès de la science et l'avancée des techniques devant progressivement permettre l'invention d'une infinité d'artifices, qui fait roi qu'on jouit roi sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent. Voilà dans le discours de la méthode le programme établi et la voie ouverte pour le développement d'une agriculture fondée sur les progrès des sciences et des techniques, ou dans sa version contemporaine issue de la fusion des deux, sur les biotechnologies. Dominer la nature pour finalement s'en affranchir totalement, créer des fruits, des céréales, du bétail comme autant d'artefacts, voilà qui dit beaucoup des représentations que l'on a pu se faire de notre place dans la nature et des relations que l'on a souhaité entretenir avec elle. Or, ce à quoi nous confronte la crise actuelle, essentiellement, c'est à l'échec de ce modèle de domination. Et face à cet échec, les sociétés humaines se trouvent aujourd'hui à un carrefour tragique. Accueillir avec enthousiasme, comme le font ceux qui se revendiquent de l'écomodernité, un anthropocène joyeux où les humains, conscients de leur pouvoir et de leurs responsabilités, considéreraient la crise écologique comme un simple problème technique qu'il convient de résoudre en usant, à bon escient cette fois, des progrès de la technoscience pour piloter le système dans la bonne direction. Dans un tel scénario, l'intensification agricole, la géo-ingénierie, la biologie de synthèse constituent alors les éléments clés de la nouvelle modernité. Soit en prenant nos distances de façon plus radicale par rapport à ces représentations du monde, et de la place que devraient y occuper les humains. Cela invite à considérer, à l'opposé du cadre anthropocentriste dominant, que nous tissons avec la nature des relations complexes et réciproques, que nos modes de connaissance et d'appréhension de ces relations sont bien plus riches et bien plus denses que celles retenues par la science agronomique, objectivante et réductrice. La prise de distance réflexive par rapport à la modernité occidentale qui est adoptée dans cet ouvrage, si elle vaut par elle-même, prend plus de sens encore dans l'opportunité pédagogique qu'elle offre. Car face à la crise environnementale actuelle, il ne suffit pas de comprendre comment nous en sommes arrivés là, question historique, ou pourquoi, question métaphysique, ni de savoir que d'autres groupes et d'autres sociétés ont évité ou surmonté nos écueils. Il faut mettre en branle les leviers du changement, à toutes les échelles, dans tous les secteurs de l'activité humaine, à commencer par ce qui nous constitue fondamentalement au sens propre comme au sens figuré, se nourrir, cultiver, percevoir, transmettre. Car ce sont ces gestes du quotidien qui engagent nos existences,
et forment le socle commun sur lequel les individus et la société peuvent s'épanouir. Et c'est ce à quoi nous invite ce livre. Inventer d'autres manières d'être humain dans un monde complexe et fragile, fondé sur des modes de vie et de production qui respectent la nature et collaborent avec elle. Transmettre non seulement les outils mais surtout le désir de créer un monde épanouissant et soutenable. Introduction. La transition agroécologique, penser le changement ou changer le pansement. Aurélie Javel. Société et gouvernement enjoignent à l'agriculture d'entrer dans la transition agroécologique. Les techniques agricoles doivent évoluer dans le sens d'un plus grand respect de l'environnement. Mais cela peut-il advenir sans être accompagné d'une réflexion sur ce qui nous guide dans nos relations à cet environnement? Les enjeux techniques ne sont-ils pas survalorisés par rapport aux enjeux socio-culturels? Les acteurs de la transition agroécologique ont-ils pleinement conscience qu'il ne s'agit pas de séparer les modalités d'usage du milieu avec leurs formes de représentation? Les agriculteurs, mais aussi les conseillers, techniciens, enseignants, sont concernés par ces bouleversements. Ces professions mettent en œuvre, prescrivent, élaborent ou forment à des pratiques impactant directement ou indirectement le vivant, les animaux, les végétaux, les sols, le milieu naturel. Si la transition agroécologique ne veut pas être uniquement déclamatoire, elle doit aussi questionner les rapports individuels et collectifs à la nature qui sous-tendent les pratiques. Passer d'une situation où l'agriculteur cherche à contrôler autant que possible un système de production, où il est dans le faire, à une situation où il accepte de faire, voire de laisser faire les éléments naturels, demande de questionner le statut et le rôle accordés aux objets de nature. Quelle place leur autorise-t-on? Comment composer avec eux? Peut-on envisager des partenariats avec eux? La question est d'autant plus cruciale qu'elle résonne avec les bouleversements ontologiques apparus dans les relations entretenues en Occident avec la nature. Concept apparemment clair pendant des siècles au sein de la société occidentale moderne, le concept de nature et les relations établies avec elle sont devenus, depuis quelques décennies, sujets de controverse par la remise en question de la séparation conceptuelle séculaire entre nature et culture. Le concept de nature s'est progressivement élaboré depuis la Grèce ancienne. Au fil des siècles, en Occident, s'est construite une vision du monde basée sur une distanciation entre homme et nature. Or cette certitude, cette vision dualiste du monde, vacille aujourd'hui. Les travaux de recherche se multiplient pour repenser des frontières désuètes. Toutes les disciplines sont concernées, de la génétique au droit, en passant par la philosophie ou l'intelligence artificielle. Le philosophe Pierre Charbonnier explore les paradoxes portés par les théories occidentales qui mobilisent une séparation conceptuelle entre nature et culture, mais qui montrent, simultanément, la constitution de la société par ses rapports à la nature. Le sociologue Bruno Latour donne les objets hybrides en exemple pour pointer l'artificialité d'une séparation entre nature et culture. L'éthologie et la philosophie nous montrent de plus en plus fréquemment que les frontières entre homme et animal sont floues. Enfin, au-delà des enjeux de frontières entre nature et culture, les crises environnementales créent des failles dans la conviction indéfectible en la viabilité de notre conception techno-positiviste du monde, basée sur la croyance que l'homme doit maîtriser et gérer la nature. Le milieu agricole, en tant qu'ensemble de praticiens intervenant avec sur le vivant, ne peut faire l'impasse sur ces bouleversements. Pourtant, aujourd'hui, en France, la transition agroécologique est trop souvent synonyme de débats uniquement techniques et technologiques en lien avec les systèmes de culture. En contrepoint, l'hypothèse sur laquelle s'appuie ce livre est que la réflexion ne peut devenir totalement pertinente sans prendre en compte les critères culturels, les systèmes de valeurs individuelles et collectifs des acteurs sur le vivant. Les modalités d'usage de l'environnement sont aujourd'hui remises en question, sans être suffisamment accompagnées d'une réflexion sur les représentations qu'ont les protagonistes de ce même environnement, que nous appellerons aussi nature. La nature. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur l'emploi du mot nature dans cet ouvrage. Nature, mot polysémique, ambigu. Mot galvaudé par l'éclosion de la mode du retour à la nature qui s'affiche dans la moindre revue, émission de radio ou de télé. Notion controversée, on vient de le dire. Certains critiqueront une entrée trop large et demanderont de préciser les réflexions,
en ciblant les discours sur les animaux ou les végétaux par exemple. Nature sauvage, vierge, domestiquée, férale, ordinaire, préservée, si tant est que ces qualificatifs conservent un sens au vu du flou et des contradictions qu'ils portent. Et puis, avec ou sans majuscule? Comment penser d'autres rapports à la nature, en continuant d'employer des termes associés à un modèle en train de se déliter? Pourquoi persister à vouloir utiliser un terme aussi discutable au sein de cet ouvrage, au risque de le voir discrédité? Pour deux raisons. D'une part, le terme de nature renvoie à un concept clé du quotidien occidental moderne. Certes, ces ambiguïtés n'ont jamais été aussi fortes, ce dont attestent les débats dont il fait l'objet dans le cadre des distinctions nature-culture. Mais ceci reste récent au regard de la profondeur de son enracinement dans la culture moderne. La vivacité des discussions témoigne de la difficulté à le dépasser et de la place importante qu'il occupe dans les référentiels culturels occidentalisés. Le terme nature continue à faire sens avec toutes ses imprécisions et ambiguïtés. C'est en quelque sorte sa valeur d'usage qui nous conduit ici à le retenir malgré ses imperfections. D'autre part, dans ce livre, le mot nature mobilise le caractère polymorphe et transversal de la vie. Choisir une approche ciblée sur les végétaux ou les animaux pourrait renvoyer à la catégorisation du vivant assez fréquente dans notre traitement de la complexité du réel. Notre parti pris est que la nature vaut plus que la somme de ses parties. Que ce soit à l'échelle d'un sol, boîte noire dont il faut redécouvrir les rouages, à celle de la planète, écosystème capable de rétroaction comme le postule la théorie. Gaïa remise au goût du jour, la nature représente un tout, des interactions, des processus dont la complexité nous échappe mais avec laquelle nous devons réapprendre à composer. Nous nous rapprochons donc du concept d'environnement selon la terminologie de Tim Ingold, c'est-à-dire une totalité telle qu'elle existe et acquiert une signification par rapport à soi, en mouvement, et dont l'être fait partie sans rupture entre lui et le monde. Reconstruire notre regard. Le grand partage entre nature et culture prend fin. Il s'agit d'apprendre d'autres relations, d'autres façons de considérer les non-humains, à entrer en relation avec eux, à trouver notre place dans un monde en éclosion. Ce besoin semble d'autant plus urgent face au constat de l'irresponsabilité de l'homme occidental envers l'environnement, autorisé par sa vision du monde. Une humanité séparée de la nature, se plaçant en haut de la chaîne de l'évolution, se conférant tous les droits sur un entourage réifié, rencontre aujourd'hui les limites de son comportement. Le concept d'anthropocène traduit d'ailleurs une étape, un seuil dans la prise de conscience de l'ampleur de l'impact humain sur la planète. Ces grands chantiers donnent l'opportunité de reconstruire notre regard sur la nature et transformer nos relations avec elle. Pour changer de regard, ne faut-il pas changer de perspective, faire un pas de côté? Les textes présentés ici invitent le lecteur à faire ce pas de côté, pour sortir des schémas culturels à l'origine de nos rapports à la nature. Ces textes ont l'ambition d'aider à acquérir un regard nouveau sur la nature, pour inventer de nouvelles relations. Un des moyens pour cela est de prendre du recul sur la perception de la nature en dévoilant les couches sédimentées au fil des siècles, les étapes progressives qui ont conduit au regard occidental moderne. Ce livre met ensuite le lecteur en situation réflexive et critique sur ses pratiques et ses visions, afin de relativiser son histoire et ses représentations de la nature et pouvoir ainsi s'ouvrir à d'autres possibles. La première partie parcourt l'histoire du rapport occidental à la nature, afin de mieux le connaître, mieux comprendre comment ce rapport a induit la situation de crise, et ainsi mieux appréhender les enjeux autour des questionnements actuels. Remonter le temps à la recherche des racines, du passé fondateur de la culture actuelle pour comprendre sa vision du monde, et d'où viennent les croyances occidentales modernes sur la nature. Dans ce sens, Roger Renaud interroge l'interprétation usuelle faite de la domestication et montre qu'il peut en exister d'autres formes qui n'impliquent pas une prise de distance homme-nature. Sabine Rabourdin poursuit cette approche historique et décrit la poursuite du processus de séparation et de domination de la nature par l'homme dans la société occidentale. Elle en expose les différentes étapes clés. L'explicitation de ces enchaînements permet de relativiser la réalité ainsi construite, en montrant la partialité des choix effectués, au fil des étapes, au sein de la totalité des possibles. Patrick Blandin et Aurélie Javel, quant à eux,
questionnent les enjeux autour de la sémantique environnementale et ce qu'ils révèlent des relations entre l'homme et la nature. Ils analysent plus particulièrement les mouvements de conservation et de préservation de la nature afin d'interroger, plus largement, le principe de gestion de la nature. La seconde partie de ce livre convie le lecteur à comprendre ce qui se fait ailleurs. Par faire, nous entendons penser, vivre, être en relation avec le monde. Non pas pour copier, puisque par définition les cosmologies sont liées aux sociétés qui les vivent, mais comme source d'inspiration pour créer une autre approche de la nature et avec elle, d'autres types de relations avec l'environnement. Voir le monde par le regard des autres pour reconstruire le regard occidental, apprendre à se décentrer pour porter un regard neuf sur l'environnement. Stéphane Ferret débute cette partie en décrivant et analysant les divers courants de pensée qui placent l'homme sur un gradient allant d'un être unique hors nature, ou au contraire un être de nature. Il explicite les enjeux, les idées actuellement en débat en philosophie de l'environnement afin d'aider le lecteur à envisager toutes les possibilités de repenser la place de l'humain sur la Terre, aussi saugrenues puissent-elles nous apparaître. Marlène Albert-Liorca et Raphaël Garetta apportent des nuances dans le constat de l'adoption de la pensée naturaliste dans nos contrées, adoption trop souvent considérée comme uniforme. Les cultures populaires peuvent vivre une coupure entre nature et culture moins nette que celle instaurée par le monde savant. Les auteurs interrogent dans ce sens des pratiques d'élevage et de cueillette en France. Roger Renaud décrit les représentations du monde des Indiens d'Amérique du Nord à l'époque de la conquête, et tout l'intérêt que ce retour dans l'histoire apporte aux débats écologiques modernes. Enfin, Sabine Rabourdin questionne les pistes que peuvent apporter les peuples autochtones dans les réflexions sur une durabilité sociale. Au-delà d'une volonté descriptive et analytique, ce livre s'est écrit avec une intention pédagogique. Pédagogique au sens où les textes se veulent accessibles à un large public. Pédagogique, car chaque partie est constituée de textes conceptuels illustrés par des exercices pratiques destinés à se réapproprier, à ressentir intimement des idées peut-être étrangères à notre façon de penser. Ces exercices pourront être réutilisés par des enseignants avec leurs élèves, afin d'instaurer une réflexion sur les relations à la nature, mais aussi par tout individu curieux d'expérimenter d'autres regards. Pédagogique, enfin, puisque la troisième partie est entièrement consacrée à des réflexions didactiques liées à la transition agroécologique. Jean-Michel Florin et Martin Quentin évoquent les principes phénoménologiques qui guident la pédagogie valorisée dans les formations en biodynamie. Anne Monéron questionne la place que prend ou peut prendre l'écoformation, c'est-à-dire la formation avec le milieu naturel, pour dépasser et s'extraire d'un enseignement à seule visée professionnalisante, celui des modèles uniformes et descendants des bonnes pratiques agricoles. Enfin, Thierry Pardo nous entraîne sur des chemins buissonniers pour l'enseignement de savoirs traditionnels. Philosophes, écologues, ethnologues, ethnoécologues, didacticiens et ethnopédagogues ont participé à la réflexion. Chaque texte, mais aussi l'entrecroisement de toutes ces réflexions, apporte un regard sur un questionnement majeur de notre actualité d'humain sur une planète en mauvaise santé écologique, afin d'aider à la construction de notre avenir. Partie I. Brève histoire des relations, homme-nature et de nos rapports à l'environnement. Pourquoi l'apparition de la domestication ? Les interprétations du néolithique. Roger Renaud. La théorie de la révolution néolithique. C'est il y a 11 000 ans, au Proche-Orient, que sont apparues les premières formes connues de domestication, en l'occurrence les premières pratiques agricoles. Pourquoi et comment une telle innovation s'est-elle alors produite ? Avec quelles conséquences immédiates ou plus lointaines ? Que signifie-t-elle et quelle interprétation lui donner ? Ces questions ne sont pas purement académiques. Elles renvoient à des problèmes qui se posent aussi aujourd'hui. Et les réponses qu'on leur apporte sont faites, en conséquence, pour nourrir les réflexions de quiconque se soucie de comprendre ou cherche à repenser les rapports complexes que des hommes peuvent entretenir avec leur environnement et les ressources qu'ils en tirent. Les premières formes de domestication ont été saluées quasi unanimement par les auteurs qui en ont traité, comme l'expression d'une mutation radicale dans la longue évolution humaine. Ne les a-t-on pas érigées en ligne de partage absolue, séparant les deux grandes périodes qu'on reconnaît classiquement dans la préhistoire,
le Paléolithique et le Néolithique. Avec elle, un âge est donc censé se finir et un tout autre âge commencer. Ce qui finit avec le Paléolithique, nous dit-on, ce sont 2 millions d'années durant lesquelles les hommes n'ont évolué, lentement et difficilement, que dans des proportions restreintes, sans que changent fondamentalement leurs conditions générales de vie et de signification d'eux-mêmes. Et ce qui, grâce à la domestication, commence avec le Néolithique, c'est une ère de progrès continu et de plus en plus rapide et marquée, menant d'abord au bout de 5 à 6,000 ans en Mésopotamie, aux premières civilisations urbaines et historiques, connaissant l'écriture, puis conduisant au terme de 5000 ans encore, de celle-ci jusqu'à nous. Dans cette optique, les premières formes de domestication apparaissent comme le point de départ véritable, le fondement initial de la modernité. On a longtemps parlé à cet égard de révolution néolithique, comme on parle de révolution industrielle, les deux étant réputés avoir eu une portée et des implications comparables, en ayant pareillement transformé de fond en comble le cadre d'existence et les perspectives des hommes. Et si l'on admet plutôt à présent que la domestication ne fut pas une innovation brutale mais le fruit d'une évolution progressive, on n'en maintient pas moins l'idée qu'une fois en place, elle a posé les bases d'un bouleversement complet et depuis ininterrompu, non seulement des modes de subsistance, mais des sociétés et des cultures humaines dans leur ensemble. Avant la domestication, un homme prisonnier de la nature. Le premier des bouleversements introduits par la domestication, présenté sous ce jour, est d'avoir permis à l'homme de s'affranchir des dépendances et des limitations d'une économie dite de prédation, qui était la sienne au Paléolithique, pour s'élever avec le Néolithique, aux maîtrises et aux possibilités d'une économie dite de production. Dans l'économie de prédation, l'homme, simple chasseur, pêcheur ou cueilleur, se borne à prélever les ressources que la nature, généreusement ou parcimonieusement, veut bien arbitrairement lui offrir. C'est la nature, avant tout, qui commande ou qui propose. L'homme subit ou tant bien que mal s'adapte. Dans l'économie de production, en revanche, l'homme, agriculteur, pasteur ou agropasteur, se met en mesure de contrôler, de planifier, d'accroître le renouvellement de la majeure partie au moins des ressources dont il a besoin. C'est lui qui, sauf circonstances momentanément contraires, décide et dispose, transformant son environnement et le pliant à son emprise. Les économies humaines sont ainsi classées, avec la domestication comme critère discriminant, dans 2 grands ensembles seulement, lesquels s'opposent contradictoirement selon la place, dépendance ou domination qu'ils assignent à l'homme par rapport à son milieu. En situation de dépendance, l'homme, obligé de se déplacer pour aller chercher ses ressources là où elles se trouvent, est presque fatalement voué à être un nomade. Et le nomadisme, pas un choix de vie en l'occurrence, mais une contrainte, prend l'homme au piège, l'empêchant pour des raisons de mobilité, de constituer des stocks et des réserves qui lui permettraient de se fixer, et lui interdisant pour les mêmes raisons de se doter d'un équipement matériel et technique trop encombrant. Ne disposant en conséquence que de moyens d'action limités sur le monde, l'homme se voit réduit à une quête alimentaire obsédante et aléatoire, laquelle mobilise l'essentiel de son temps et le détourne d'élargir ses intérêts à d'autres domaines de l'existence, le maintenant de la sorte à un niveau de culture relativement fruste. La pauvreté et la précarité de ses ressources bloquent en outre son développement démographique et n'autorisent localement que la constitution de groupes de très petite taille. Au sein de ces derniers, le peu de biens produits ne laisse guère aux individus la possibilité de se différencier, ce qui suscite certes des sociétés égalitaires et peu hiérarchisées, mais aussi relativement simples et uniformes et empreintes, en l'absence d'émulation entre leurs membres, d'un certain immobilisme. Bref, en situation de dépendance envers son milieu, l'homme est en situation de blocage ou d'inachèvement par rapport à lui-même. Telle est du moins, rapidement esquissée, l'image traditionnelle restée vivace dans la conscience populaire que de nombreux ouvrages ont longtemps dressée de l'homme paléolithique. On est un peu revenu aujourd'hui sur quelques-uns de ces aspects, notamment en ce qui concerne les incertitudes permanentes et les exigences chronophages de la quête alimentaire. Mais si l'on reconnaît désormais que les hommes du Paléolithique ne menaient pas forcément des jours difficiles et astreignants sous la dictée constante et tyrannique du besoin, on n'en continue pas moins d'affirmer en général le caractère limité et borné de leur existence. En effet, argumente-t-on,
Ils vivaient du fait de leur nomadisme, de leur utilisation de ressources exclusivement sauvages, de leur petit nombre et de la faiblesse de leur équipement, complètement immergés dans la nature, enveloppés par elle. Sans s'entendre d'un simple élément, ils n'étaient pas portés à vouloir s'en distinguer et à affirmer indépendamment d'elle des terrains propres d'expression. Ils éprouvaient leur humanité comme une donnée, ils ne la manifestaient pas encore comme une ambition. Aux affres de contraintes matérielles ayant cessé d'être pleinement crédibles, on substitue ainsi les inhibitions d'une dépendance sensible et psychique. Dans les deux cas cependant, les effets sont identiques. Matériellement ou psychiquement handicapé ou bridé, l'homme de l'économie dite de prédation, ignorant la domestication et donc la domination sur la nature, est, sur tous les plans, économique, culturel, démographique, social, freiné ou arrêté dans son expression et son devenir. Et c'est bien sûr de la sorte qu'on explique ce qu'un auteur appelle « l'énorme temps de latence ». Les 2 millions d'années, du Paléolithique. C'est le temps d'un homme en attente ou en déficit de lui-même, qui n'a pas encore pris conscience de sa spécificité en tant qu'être humain, et qui ne va le faire qu'avec sa prise en charge du milieu naturel. Son passage à l'économie dite de production au moment du néolithique. Les raisons invoquées du passage à la domestication. La première question qu'on peut alors se poser tient aux raisons d'un tel passage. Comment des hommes censés vivre sous l'emprise totalitaire de la nature, aussi bien dans leur quotidien que dans leur psychisme, ont-ils pu en concevoir et réaliser le projet, voilà 11 000 ans au Proche-Orient, après des générations et des générations où leurs ancêtres s'étaient docilement ou aveuglément contentés de chasser, pêcher et cueillir. On a d'abord et longtemps supposé que c'était sous la contrainte de modification du milieu ou du climat, ayant gravement et irrémédiablement perturbé les équilibres écologiques régionaux. La chasse, la pêche et la cueillette auraient alors cessé d'être opérationnelles et de pouvoir assurer aux hommes ne fût-ce que leur survie, les obligeant impérativement à trouver de nouvelles sources de subsistance, en l'occurrence à tenter de produire eux-mêmes ce qu'une nature avare ne produisait plus ou plus en quantité suffisante autour d'eux. Autrement dit, dans de tels scénarios et en accord avec les représentations conventionnelles d'un homme paléolithique vivant sous le joug des déterminismes naturels, ce n'est pas par choix, c'est encore par coercition, sous la pression d'un milieu ou d'une conjoncture hostile, qu'auraient eu lieu les premières pratiques agricoles. Elles auraient d'abord été une réponse à un contexte de crise. Mais elles auraient en même temps révélé aux hommes qui les effectuaient la possibilité qu'ils avaient de se soustraire désormais aux caprices environnementaux, en prenant durablement le contrôle de la production de leurs ressources. En systématisant et en étendant en conséquence les pratiques agricoles, puis en y ajoutant l'élevage, ils auraient alors accompli la révolution néolithique, renversant l'ordre des suprématies et des contraintes, devenant les maîtres de la plante et de l'animal domestiqué au lieu d'avoir à prélever la plante et l'animal sauvage sous le bon plaisir d'une nature imprévisible. La domestication, ainsi comprise, se situe au cœur d'un enjeu de pouvoir. Si l'homme ne veut pas être exposé au bon plaisir de la nature, il doit lui imposer le sien. Et c'est donc ce qui aurait commencé avec la révolution néolithique, passage d'une humanité sujette, prise dans un monde qui la dépasse et où elle ne peut que réagir à des situations qu'elle ne maîtrise pas, à une humanité souveraine capable de régir le monde. Les présupposés de cette thèse, cependant, ont été complètement démentis par les progrès de la recherche. Les fouilles archéologiques et des expériences leur ayant été associées ont montré, de manière indiscutable, qu'à l'époque de l'invention néolithique, aucune sorte de pénurie, endémique ou accidentelle, n'existait parmi les populations du Proche-Orient. La cueillette et la chasse qu'elles pratiquaient pouvaient atteindre au contraire de hauts rendements, certainement pas inférieurs à ceux de l'agriculture et de l'élevage durant les premiers siècles de leur mise en œuvre. Et rien n'indique que ces populations traversaient alors une quelconque période de crise, quelle qu'en fût l'origine. Il est clairement établi aujourd'hui que ce n'est pas par besoin, pour des raisons de subsistance ou de survie et sous la pression de la nécessité ou du milieu, que la domestication a été initialement mise en place. Les hommes du Proche-Orient auraient très bien pu continuer de faire sans elle, et elle n'a pas substantiellement amélioré sur le moment leur niveau de consommation. Ce n'est ni la contrainte ni l'intérêt économique qui ont pu les inciter à l'adopter. Quoi alors ?
De même qu'on avait réinterprété en termes psychologiques la dépendance supposée de l'homme paléolithique envers la nature, on s'est tourné, puisque ce n'était plus des raisons d'ordre matériel qui pouvaient expliquer la révolution néolithique, vers des raisons d'ordre psychoculturel. La thèse la plus élaborée développée en ce sens l'a été par le préhistorien Jacques Cauvin, dans un livre qui a fait date. Prenant acte que la domestication n'a pas pu apparaître en réponse à des besoins ou des mobiles économiques, mais continuant de voir en elle une métamorphose totale des stratégies humaines de subsistance, Cauvin l'a fait découler d'un bouleversement de grande ampleur, advenu entre 12 000 et 11 500 avant nous, et qu'il appelle tout à tour une révolution des symboles, une révolution des mentalités, une mutation mentale, un ébranlement idéologique, une révolution culturelle. L'homme du Proche-Orient aurait alors traversé une sorte de crise existentielle, le conduisant à ne plus se satisfaire de son inclusion dans la nature. Il aurait pris conscience contradictoirement de sa singularité par rapport à elle, en tant qu'être pensant et désirant, et de sa finitude en elle, en tant qu'être physique et mortel. Cette déchirure nouvelle au sein de son imaginaire se serait d'abord exprimée sur un plan métaphysique, l'amenant à concevoir les premières figures divines clairement attestées dans la préhistoire. Les dieux, dominant la nature et échappant à ses lois, concentrant en eux le sacré, auraient représenté pour l'homme, prisonnier quant à lui d'un monde désacralisé, un idéal inaccessible, en même temps qu'un recours possible contre les vicissitudes de son existence et un modèle vers lequel tendre. Mais c'est aussi dans ses occupations et son décor quotidien que l'homme aurait manifesté l'insatisfaction qu'il ressentait maintenant par rapport à sa condition comme être de la nature. C'est alors que le besoin irrépressible de se distinguer et de s'émanciper de cette dernière serait apparu en lui, pour ne plus cesser à partir de là de s'amplifier jusqu'à nous. Besoin lui prescrivant de mettre en place des solutions de vie expressives de sa spécificité et de sa capacité d'indépendance à l'égard des lois naturelles. Besoin lui enjoignant d'imprimer sa marque sur son milieu, de l'humaniser, de le transformer d'espace contenant et déterminant l'homme en espace créé et déterminé par l'homme. Et un des premiers moyens que l'homme se serait donné de réaliser pareilles ambitions, aurait donc été la domestication. Elle n'a pas, on l'a dit, amélioré matériellement au départ l'existence quotidienne. Mais tel n'était pas son but, et ce n'est pas pour cela qu'elle fut... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.